Il y a 7 mois, j'ai découvert que ma femme avait une liaison avec un homme d'âge moyen. Comme ça. 8 années de ma vie ont été gaspillées et jetées dans les égouts. À l'époque, j'avais 31 ans et elle 33. Son partenaire d'exercice, comme je l'appellerai, avait presque 50 ans. J'ai découvert cette liaison complètement par hasard, juste une question d'être au bon endroit au bon moment. J'étais partie en voyage d'affaires et j'étais censée revenir le lendemain, mais les choses se sont terminées tôt, alors j'ai décidé de rentrer chez moi en voiture et de lui faire une surprise. Au lieu d'appeler à l'avance, j'ai pensé que ce serait bien de me présenter. Pendant que je conduisais, j'ai remarqué que ma jauge de carburant était basse, alors je me suis arrêtée à la sortie suivante pour faire le plein d'essence. Pour référence, cette sortie était à environ 20 km de chez moi. Après avoir fait le plein, j'ai repris la route, mais le chemin vers l'autoroute était lent. Chaque intersection avait soit un panneau d'arrêt, soit un feu de circulation, et la circulation était lente. Alors que j'étais assis à un arrêt à 4 voies en attendant mon tour, il m'est arrivé de jeter un coup d'œil dans une rue secondaire. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, la voiture de ma femme démarrait et se dirigeait dans la même direction. J'y allais une seconde. Je pensais que mes yeux me jouaient peut-être des tours. Mais non, c'était définitivement sa voiture. Mon ventre es serra. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Nous venions de parler quelques heures plus tôt, et elle n'avait rien mentionné sur sa présence dans cette zone. Quelque chose ne tournait pas rond. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Ça a sonné 4 fois avant qu'elle ne décroche finalement. Quand elle le faisait, sa voix semblait essoufflée, précipitée, comme si elle venait de courir un marathon. Et, dit-elle d'un ton étrangement instable. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Oh, elle hésita une demi-seconde. J'étais sur le point de t'appeler, je fronçai les sourcils. Ouais, où es-tu? Je viens, je devais juste faire une petite course, dit-elle, toujours un peu bizarre. Pourquoi? J'ai ravalé le malaise qui montait dans ma poitrine. Nos réunions se sont terminées tôt. Je lui ai dit, je rentre chez moi. Elle avait l'air heureuse d'apprendre que je rentrais à la maison et m'a immédiatement demandé quand j'arriverais, donnant l'impression qu'elle était déjà à la maison. Je lui ai dit que je devrais être là dans 15 minutes. Pendant que nous parlions, je pouvais dire au bruit de fond qu'elle conduisait. Où vas-tu? Ai-je demandé avec désinvolture. Il y eut une légère pause avant qu'elle ne réponde, oh, je vais juste au magasin. Quelque chose dans l'hésitation dans sa voix me serra l'estomac. Lequel? Celui le plus proche de notre maison, dit-elle rapidement. C'était un mensonge. Je pouvais voir sa voiture quelques centaines de mètres devant moi s'engager sur l'autoroute. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit si loin de chez elle si elle allait juste au magasin le plus proche. À ce moment-là, j'ai su qu'elle me trompait ou qu'elle était impliquée dans quelque chose d'illégal. Sinon, pourquoi mentirait-elle? J'ai envisagé de l'appeler sur le champ, mais j'ai ensuite décidé de jouer le jeu. Si elle allait mentir, je voulais voir jusqu'où la tromperie allait. Super. J'ai dit doucement, je te retrouverai là-bas et ensuite nous pourrons sortir dîner. Il y eut un moment de silence avant qu'elle ne réponde. Sa voix un peu trop impatiente. Ça a l'air génial. J'ai souri. Elle ne s'y attendait pas. Puis, de la voix la plus calme possible, j'ai ajouté, je viens de passer devant l'aire de repos. Cette aire de repos était juste derrière elle. Pendant une fraction de seconde, rien ne s'est produit. Puis soudain, elle a appuyé sur l'accélérateur, sa voiture s'est précipitée en avant. En quelques secondes. Elle devait rouler à plus de 90 mètres à l'heure, dévaler l'autoroute comme une chauve-souris sortie de l'enfer. Je laisse échapper un soupir, serrant plus fort le volant. Jésus, elle sait que je suis à ses trousses. Elle courait, pensant probablement, mec, j'ai failli me faire prendre. Au moment où je suis arrivé sur le parking du magasin, elle était déjà là, debout à côté de sa voiture. Elle s'est approchée pendant que je me garais, ajustant ses vêtements, vérifiant sa coiffure et son maquillage dans un miroir compact. Elle essayait d'avoir l'air décontractée, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. À l'intérieur du magasin. Elle s'est tournée vers moi, je dois aller aux toilettes. J'ai hoché la tête, moi aussi. Son visage se contracta légèrement, mais elle le couvrit d'un sourire. J'ai fini en quelques minutes et je suis sortie pour l'attendre. 5 minutes se sont écoulées, puis 10, puis 15, elle n'était toujours pas sortie. Quand elle est finalement sortie des toilettes, j'ai souri et dit, j'étais sur le point d'envoyer une équipe de recherche pour te chercher. Elle a ri légèrement, balayant mon commentaire, désolé, j'ai dû faire un numéro 2. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'accepter sa réponse. Mais à l'intérieur, je savais qu'elle mentait tout le temps qu'elle était là-dedans. J'entendais l'évier couler. Elle n'utilisait pas les toilettes, elle se nettoyait,
probablement en nettoyant la puanteur et la sueur de tout ce qu'elle avait fait avec ce type avec qui elle se trouvait justement. Nous avons terminé nos courses et avons décidé d'aller chercher des plats préparés au magasin au lieu de sortir dîner. J'ai gardé un extérieur calme, mais mon esprit tournait, rejouant encore et encore chaque détail suspect. Quand nous sommes rentrés à la maison et que nous nous sommes assis pour manger, j'ai demandé avec désinvolture. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» Elle n'a même pas hésité. « Rien de remarquable, » dit-elle en prenant une bouchée de sa nourriture, elle est allée travailler et est rentrée directement à la maison. À droite, ma prise s'est resserrée sur ma fourchette. Chaque nouveau mensonge qui sortait de sa bouche me faisait bouillir le sang, mais je me forçais à rester calme. Si je la confrontais sans preuve indéniable, elle me mettrait en colère, déformerait les choses et me donnerait l'impression d'être fou. Cette nuit-là, je restais allongé dans mon lit, regardant le plafond, l'esprit emballé. Je ne pouvais pas dormir. Pendant ce temps, elle était dehors, froide, respirant régulièrement, comme si elle n'avait aucun souci au monde. Cela m'a étonné de voir avec quelle facilité elle pouvait faire cela. On pourrait penser qu'elle serait une épave nerveuse, inquiète de se faire prendre, mais non, elle était parfaitement à l'aise pendant que je me tournais et me retournais pour essayer de donner un sens à tout cela. Le lendemain soir, alors qu'elle préparait le dîner, j'ai décidé de vérifier son téléphone. Rien, pas de SMS suspect, pas d'appel inhabituel. Je suis allé en ligne et j'ai vérifié nos factures de téléphone portable et de carte de crédit. Encore une fois, rien d'extraordinaire. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une vague de soulagement. Peut-être que je m'étais trompé, peut-être que j'avais laissé libre cours à mon imagination. Mais ensuite le sentiment tenace est revenu. Ce n'est pas parce que je n'ai rien trouvé qu'elle ne trichait pas. Cela signifiait simplement qu'elle était douée pour le cacher. À ce moment-là, je devenais nerveux. J'avais besoin de plus de preuves et j'allais l'obtenir. J'ai décidé de continuer à enquêter. Avec le recul, maintenant, je sais que j'ai fait la bonne chose, mais à l'époque, c'était angoissant, de tout maintenir ensemble et de faire comme si de rien n'était. Une semaine environ s'est écoulée, et tout s'est déroulé comme d'habitude. J'ai joué mon rôle, j'ai souri quand j'en avais besoin, j'ai agi comme le même mari aimant que j'avais toujours été, mais à l'intérieur j'étais en désordre, je regardais, j'attendais, sachant que quelque chose allait sûrement se reproduire. Puis un après-midi, elle m'a appelé alors que j'étais au travail. « Eh, bébé », dit-elle d'une voix légère et décontractée. « Je voulais juste te faire savoir que je dois travailler un peu tard ce soir. C'est notre clôture mensuelle et les choses sont un peu sauvegardées. » Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, serrant un peu plus fort mon téléphone. « Oh ouais, quelle heure tu crois ?»« Je ne sais pas, peut-être 1 heure ou 2. Je t'enverrai un texto quand je rentrerai à la maison. » Je me suis forcée à paraître normale. « Très bien, ça a l'air bien, ne travaille pas trop dur. » Nous nous sommes dit au revoir et j'ai raccroché en regardant mon téléphone pendant un long moment. Quelque chose dans son ton ne me convenait pas. Bien sûr, elle devait parfois travailler tard, mais je le sentais. Cette fois, mon instinct me criait dessus. Ce n'était pas du travail. C'était autre chose. J'ai repensé à l'endroit où je l'avais vue la semaine précédente, dans cette rue. Je n'avais pas à la voir entrer. C'est là qu'elle allait, je le savais. Alors cet après-midi-là, j'ai quitté le travail un peu plus tôt. Je suis arrivé vers 16h30 et j'ai fait quelques passages lents dans la rue. Rien. Je n'ai pas vu sa voiture. Je ne voulais pas être trop évident, alors je me suis arrêté et je me suis garé au McDonald's près de l'intersection principale, en gardant un œil attentif sur la route. Effectivement, vers 16h45, elle était là, sa voiture roulant jusqu'au feu, puis faisant ce virage familier dans cette rue. Je me suis assis là, serrant si fort le volant que mes jointures sont devenues blanches. Je lui ai donné 10 minutes, assez longtemps pour qu'elle se sente à l'aise. Puis j'ai conduit moi-même dans la rue et la voilà. Sa voiture soigneusement garée dans l'allée d'une des maisons, juste à côté d'une toute nouvelle camionnette Ram. J'ai regardé la maison, le cœur battant, les poings serrés, et pendant une seconde, je n'avais rien voulu de plus que sortir de ma voiture, marcher jusqu'à cette porte d'entrée et frapper dessus jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Voir l'expression de son visage, voir le visage de l'homme avec qui elle me trahissait. Mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose au fond de moi m'a dit d'arrêter. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris quelques photos de sa voiture garée dans cette allée, puis je suis parti. Je suis rentré chez moi en pleine course, sachant que mes soupçons n'étaient plus de simples soupçons. J'avais ma preuve. Quand je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement recherché l'adresse où je venais de voir sa voiture garée. J'avais besoin de savoir exactement qui était ce type. Une recherche rapide a fait apparaître le nom du propriétaire et mon estomac s'est tordu lorsque j'ai vu les résultats. Ce n'était pas quelqu'un au hasard. Il était copropriétaire d'une entreprise qui faisait affaire avec son entreprise. Donc elle ne se contentait pas de se faufiler avec un inconnu,
elle mélangeait les choses avec un client. En creusant un peu plus, j'en ai trouvé davantage. Selon divers documents, il avait 49 ou 50 ans et vivait à cette adresse depuis 2009. Un peu plus de recherche et j'ai confirmé qu'il était divorcé et qu'il avait 2 enfants en âge d'aller à l'université. Parfait, un homme d'affaires d'âge moyen qui n'a rien à perdre, priant pour une femme mariée qui n'avait clairement aucun problème à se retirer de son mari. Plus tard dans la soirée, elle est rentrée à la maison, tout sourire, portant des sacs de plats à emporter de mon restaurant chinois préféré. Mon endroit préféré, comme si c'était censé me distraire. Et, bébé, dit-elle joyeusement en se dirigeant vers moi, les yeux pleins de chaleur, comme si de rien n'était. Elle se pencha pour un baiser, mais je me tournai légèrement, lui donnant un baiser aérien sans enthousiasme. Ça ne lui suffisait pas? Elle m'a attrapé le menton et a fait la moue d'un air espiègle. Rien de tout ça, taquina-t-elle. Donnez-m'en un vrai. J'ai failli reculer. Il n'y avait aucune chance que je rapproche mes lèvres des siennes après l'endroit où elles venaient d'être. Mais je me suis forcée à obéir, déposant un rapide et froid baiser contre ses lèvres avant de nous éloigner. Nous nous sommes assis pour manger et j'ai fait de mon mieux pour agir normalement. Même si chaque bouchée que j'ai avalée était comme un poison, mon esprit était toujours en train de penser à mon prochain mouvement. Je dois aller chez un client demain, dis-je avec désinvolture entre les bouchées. Je ne le ferai pas. Je serai à la maison jusqu'au soir. Elle se redressa à cela, ses yeux se plissant immédiatement d'intérêt. Oh ouais, où vas-tu? Dans quelques villes, dis-je, en gardant le vague. À quelle heure pars-tu? Pour ramener quelque chose sur le chemin du retour, je t'attendrai pour dîner. Cette pensée m'a retourné l'estomac. Dîner après. Elle passait sa journée avec lui à cuisiner pour moi comme une épouse dévouée. C'était écœurant, mais ce dîner n'aurait pas lieu parce que j'avais d'autres projets en réserve pour elle. Bien sûr, je n'avais aucune visite client prévue ce jour-là. La seule visite que j'avais prévue était chez son partenaire d'entraînement. Si je retrouvais sa voiture garée là-bas, j'avais fini. Plus d'attente, plus de doutes. Je l'appelais tout de suite, puis je déménageais sans lui dire où j'allais. Malheureusement, ou peut-être heureusement, les choses se sont déroulées exactement comme je m'y attendais. Je suis arrivée dans l'après-midi et, bien sûr, la voilà, sa voiture garée au même foutu endroit. Tout comme la veille, mon ventre se serrait. Mais il n'y a eu aucun choc cette fois, juste une confirmation. Je n'ai pas hésité, je suis rentrée directement chez moi, j'ai fait une réservation d'hôtel et j'ai commencé à emballer mes vêtements, chaque pli de tissu, chaque fermeture éclair. Fermer ma valise, c'était comme fermer la porte de ce mariage. Je n'étais même pas triste, j'avais juste fini. Une fois que tout était en ordre, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. À ma grande surprise, elle a immédiatement décroché, sa voix brillante et joyeuse, comme si elle était si heureuse d'avoir de mes nouvelles. Et, bébé, gazouilla-t-elle. Quoi de neuf? Je serrai la mâchoire. Que fais-tu? Oh, je suis juste assis dans une salle de conférence à travailler sur une feuille de calcul. Dit-elle avec désinvolture, comme si elle ne me mentait pas directement en face. Ouais, tu diffusais quelque chose, mais ce n'était certainement pas des chiffres sur une feuille de calcul. Tu mens. J'ai dit catégoriquement, une pause quoi? Je sais où tu es, je sais avec qui tu es et je sais exactement ce que tu fais. Dis-je d'une voix calme mais glaciale. Soit vous êtes en train de le baiser en ce moment, soit vous venez juste de finir de le baiser, comme vous l'avez fait hier, comme vous l'avez fait la semaine dernière. Silence. Elle n'a même pas essayé de le nier, pas un seul nom. Je le jure, ce n'est pas comme ça. Rien, j'en ai fini avec toi. J'ai continué et je ne serai pas à la maison quand tu y arriveras. Toujours pas de réponse, juste le silence à l'autre bout du fil. J'ai laissé cela pénétrer pendant une seconde, puis je l'ai appelé. Quelques mots choisis, des mots. Je m'étais retenu trop longtemps et j'ai raccroché. Je me suis assis, j'ai expiré et j'ai attendu. 20 minutes se sont écoulées. Puis mon téléphone a commencé à sonner. Appel, SMS encore et encore. Elle était en pleine panique maintenant et je savais exactement pourquoi il lui avait fallu 20 minutes pour commencer, car à la seconde où j'ai raccroché, elle s'est retournée les yeux écarquillés et lui a dit à un partenaire juste, « Oh, mon Dieu, mon mari est au courant pour nous. » Et depuis 20 minutes, elle se démène, réfléchit, panique, trouve des excuses, essayant de trouver un moyen de se sauver. Elle est désormais prête à parler dans les prochaines 24 heures. Mon téléphone n'a jamais arrêté de sonner. Elle a dû me laisser 50 messages vocaux et envoyer plus d'une centaine de SMS. J'aurais dû la bloquer, mais une partie de moi voulait voir à quel point elle serait désespérée. Au début, ces messages étaient pleins de déni. Ce n'est pas à quoi ça ressemble. Je peux expliquer,
comme s'il y avait une explication qui pourrait justifier cela, comme si je n'avais pas vu sa voiture garée 2 fois dans cette allée. Comme je ne répondais pas, elle a changé de tactique. Le déni s'est estompé, remplacé par des pleurs. Je suis vraiment désolée, Franck, s'il te plaît, parle-moi. Puis vint l'hystérie à grande échelle, des heures et des heures de SMS et de messages vocaux, de ces sanglots implorant pardon. N'est-ce pas toujours comme ça que ça se passe? Ils s'en fichent lorsqu'ils se faufilent, mais dès qu'ils sont attrapés, ils se transforment en un foutu désastre. Ce soir-là, après m'être enregistrée à l'hôtel, je me suis arrêtée au bar pour me détendre. Je n'avais pas beaucoup mangé, alors l'alcool m'a frappé rapidement, engourdissant juste assez ma rage. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai appelé nos parents, et j'ai tout expliqué. Je me sentais détendue à cause des boissons, alors je n'ai rien retenu. Je leur ai tout dit, chaque détail dégoûtant. Ma mère a halté franchement, non, elle ne le ferait pas. Elle l'a fait. J'ai coupé ma voix plate. Elle a baisé un gars d'une 50aine d'années, un client de son entreprise. J'ai surpris son silence. Puis mon père, toujours le plus stable, s'éclaircit la gorge. Fils, tu es sûr? J'ai laissé échapper un rire amer. Papa, j'ai vu sa voiture chez lui 2 fois. Elle m'a menti en face alors qu'elle était chez lui. Quand je l'ai confrontée, elle ne l'a même pas nié. De quoi d'autre as-tu besoin? La voix de ma mère s'est brisée. Je pensais que vous étiez heureux tous les deux. J'ai regardé le plafond de l'hôtel sans rien ressentir. Ouais, moi aussi. Ils étaient horrifiés, choqués. Tout comme moi, ils croyaient que nous avions un mariage parfait, mais ce n'était qu'une illusion, n'est-ce pas? Au cours des mois suivants, j'ai séjourné dans des hôtels tout en travaillant sur le divorce, j'ai évité tout contact avec elle, pas d'appel, pas de message. Personne, à part mes parents, ne savait où j'étais. Je ne faisais confiance à personne d'autre pour ne pas lui dire. Tout le monde était de mon côté, sauf ses amis les plus proches, bien sûr. Mais même mes amis, ma famille, ils n'arrêtaient pas de dire la même chose. Tu devrais au moins la rencontrer. Laissez-la s'expliquer. Donnez-lui une chance de s'excuser auprès de vous en personne. D'après les messages qu'elle m'avait laissés et les rapports que je recevais d'amis communs, je savais qu'elle ne gérait pas bien les choses. Ce n'était pas surprenant qu'elle soit passée de se faufiler dans mon dos à une panique totale au moment où elle avait réalisé que je ne reviendrais pas. Mais au lieu de la laisser gérer les conséquences de ses propres actes, ses amis ont décidé d'en faire mon problème. Au début, c'était juste de la pression. Des SMS suppliants, des messages vocaux interminables de personnes que je connaissais à peine, disant tous la même chose. Parle-lui, Franck, elle ne va pas bien. Laissez-la au moins s'expliquer. Puis sa sœur aînée est intervenue, et c'est à ce moment-là que les choses ont mal tourné. Un soir, mon téléphone a sonné et j'ai répondu sans réfléchir. Grosse erreur, Franck, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La voix de sa sœur était aiguë et en colère. Elle s'effondre et tu ne t'en soucies même pas. J'ai fermé les yeux, déjà épuisée. Ce n'est pas mon problème. Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. Mon Dieu, Franck, elle t'aimait, elle a fait une erreur et tu jettes tout comme si ça ne voulait rien dire. J'ai serré la mâchoire. Ça voulait dire quelque chose. C'est pourquoi je ne tolère pas ça. Elle l'a jeté la seconde fois. Elle s'est couchée avec quelqu'un d'autre. Se moqua sa sœur. Donc tu vas juste l'ignorer. Et si quelque chose lui arrivait? Et si elle? Elle hésita, puis cracha les mots. Si elle fait quelque chose de radical, c'est de ta faute. C'était ça. C'était la ligne. J'ai pris une profonde inspiration. Laissez-moi être très clair. Ces choix ne relèvent pas de ma responsabilité. C'est elle qui a fait ce gâchis, pas moi, et si vous ou quelqu'un d'autre essayez de me culpabiliser en la reprenant, vous pouvez oublier mon numéro. Puis j'ai raccroché et je l'ai bloqué. Le lendemain, j'ai découvert qu'elle et ses amis avaient dit à tout le monde à quel point j'étais froid et sans cœur. Et puis est venu le vrai coup de poing. Ses parents se sont retournés contre moi aussi. Celui la piquait. Nous avions toujours été proches. Son père et moi. Prégnons des Bieres Ensemble. Sa mère me disait que j'étais comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Je pensais qu'il m'aimait comme une famille, mais apparemment, en fin de compte, le sang était plus épais qu'un mariage de 8 ans. Sa mère m'a appelé, la voix tendue par la déception. Franck, tu ne peux pas juste lui parler? Non, j'ai dit simplement. Elle soupira. Tu étais comme un fils pour nous et maintenant tu abandonnes. J'ai laissé échapper un rire amer. Abandonner? C'est elle qui a triché, tu te souviens? Elle a fait une erreur. Sa mère a insisté, les gens travaillent tout le temps sur ces choses-là. Eh bien, je ne fais pas partie de ces personnes. C'était la dernière conversation que j'ai eue avec eux. Ils ont fait leur choix et j'ai fait le mien. Heureusement, ma propre famille et mes amis proches m'ont soutenu pendant tout cela. Ce sont eux qui m'ont rappelé que je n'étais pas fou,
que j'avais fait ce qu'il fallait, peu importe à quel point son côté essayait de me culpabiliser. Je suis restée sans contact et j'ai laissé mon avocat s'occuper de tout. Ma femme a lutté avec acharnement contre le divorce, m'offrant n'importe quoi. Je voulais rester mariée, mais j'avais fini quand elle a finalement réalisé qu'elle ne pouvait rien dire ou faire pour me faire changer d'avis. Elle a cédé et a signé les papiers. Après cela, les choses ont évolué rapidement. Le mois dernier, le divorce a été finalisé, avec rupture nette, sans lien persistant. Je ne prétendrai pas que j'ai été un dur à cuire pendant tout cela. 8 ans, c'est long à passer avec quelqu'un. Il y a eu beaucoup de nuits blanches, des moments où le poids de tout cela m'a presque brisé, mais j'ai persévéré et maintenant je suis libre. Cela aurait dû être la fin, mais elle pense toujours qu'il y a une chance que nous nous remettions ensemble un jour. Elle n'arrête pas de dire que nous sommes faits pour être ensemble, que le destin nous réunira, tout comme il nous a réunis au départ. Je peux vous dire avec 100% de certitude que cela n'arrivera jamais. Elle m'envoie toujours des SMS 3 à 4 fois par semaine pour me tenir au courant de sa vie, me disant à quel point je lui manque et s'excusant encore et encore. J'aurais probablement dû la bloquer maintenant, mais honnêtement, j'aime entendre dire à quel point elle est malheureuse. Peut-être que ça me rend mesquin, mais après tout ce qu'elle m'a fait subir, je pense que j'ai droit à une petite chance d'Anfroda. Quant à son partenaire d'exercice, eh bien, je ne peux pas en dire grand-chose pour le moment. Disons simplement que mon avocat et son avocat travaillent sur quelque chose et j'en resterai là. Vous pouvez remplir les blancs. Maintenant, prends ça. Elle m'a dit qu'il ne représentait rien pour elle, qu'elle avait coupé tout contact avec lui. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche. Peu importe qu'il soit juste une aventure dénuée de sens ou l'amour de sa vie. Le fait est qu'elle m'a trahi et il n'y a pas de retour possible. 7 mois plus tard, son partenaire de forage m'a remis $200 000 pour abandonner l'affaire. Eh bien, j'ai pris l'argent. Cela ne servait à rien de traîner les choses alors que j'avais déjà gagné dans tous les domaines importants. J'étais désormais libérée d'une femme infidèle, et mieux encore, j'étais payée pour cela. Certains pourraient appeler cela de l'argent secret, mais j'appelle cela une compensation pour mes années perdues. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'y réponds pas habituellement, mais quelque chose m'a dit de répondre. Franchement, c'est Linda. La voix de sa mère était tremblante et incertaine. J'ai failli raccrocher à ce moment-là, mais j'ai attendu. Je savais pourquoi elle appelait. Elle s'est effondrée à la maison. Ils l'ont trouvée par terre. Elle ne mangeait pas, ne dormait pas. Les médecins disent que c'est une dépression sévère. Ils l'ont mise dans un centre de réadaptation. Je n'ai rien dit. Qu'étais-je censé dire? Que je me sentais désolée pour elle et que je revenais en courant pour la sauver du désordre qu'elle avait causé. Linda renifla à l'autre bout du fil. Franchement, s'il te plaît, si tu lui parles, non, ma voix était ferme, froide. Ce n'est plus mon problème. Elle est malade, Franck. Elle a besoin d'aide, elle. Je l'ai interrompue. Elle devait y réfléchir avant d'écarter les jambes pour un autre homme. Je ne lui dois rien. Zelengse. Puis, d'une petite voix vaincue, elle murmura, elle t'aime toujours. J'ai laissé échapper un rire amer. Elle m'aimait tellement qu'elle a baisé un autre homme au milieu de la journée. Non, Linda, elle aimait la vie que je lui donnais, la stabilité, le confort mais moi. Si elle m'aimait vraiment, elle n'aurait pas détruit tout ce que nous avons construit. Franchement, ne m'appelle plus. Et j'ai raccroché. Je savais alors que tant que je resterais dans cette ville, il continuerait toujours à me poursuivre. Avec cet argent, j'ai acheté un petit terrain agricole à la campagne, loin du bruit et des souvenirs. Je me suis procuré quelques animaux, des poules, des chèvres et même quelques chevaux. J'ai troqué le stress de la vie d'entreprise contre la paix des grands champs et des levers de soleil tôt le matin. J'ai quitté mon travail pour de bon. Plus de réunions, plus de délais, plus de relations avec des gens avec qui je ne voulais pas avoir affaire. Ici, il n'y a que moi, la terre et les animaux. Je me réveille avec le soleil, je travaille avec mes mains et je respire l'air frais. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens bien, pas seulement émotionnellement, mais physiquement et mentalement.